Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Mag, ravi de vous retrouver comme chaque mercredi pour parler de votre santé et de votre bien-être. Ce soir, nous parlons de santé mentale, précisément de dépression, ce trouble mental courant touchant plus de 250 millions de personnes dans le monde. Les femmes sont 2 fois plus exposées que les hommes. La dépression est l'une des pathologies mentales dont la prévalence est en augmentation en Algérie. Chez nous, la maladie fait l'objet d'un sous-diagnostic ou d'un diagnostic tardif et qui est souvent à l'origine de retard dans la prise en charge et par conséquent d'apparition de complications. On tentera dans cette émission de vous aider justement à reconnaître une dépression précocement pour éviter les complications. On reviendra également sur les conséquences psychiatriques de la pandémie de la Covid-19 sur l'ensemble de la population et sur les sujets dits vulnérables plus particulièrement. Avec mes invités, on essayera de comprendre est-ce qu'il est possible de prévenir la dépression. Et j'ai le plaisir justement pour en parler de recevoir ce soir le professeur Mohand Ben Atman. Vous êtes chef de service psychiatrie au CHU Mustapha Bacha à Alger. Bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux et merci pour l'invitation. Merci à vous. J'ai également le plaisir de recevoir Aïda Mchri. Vous êtes psychologue à l'ONPPE, l'organe national de protection et de promotion de l'enfance. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'ai également l'énorme plaisir de recevoir Aïcha Benhaizia. Vous êtes coach sportif, vous êtes ce soir notre témoin. Vous avez fait une dépression il y a quelques années. Vous en êtes sorti. Merci de venir en parler et casser les tabous. Merci pour l'invitation, Salah. Alors, je commence avec vous, Aïcha Benhaizia. Vous savez très bien que le sujet de la dépression est un sujet tabou dans la société. Il est très difficile d'en parler. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette émission ? Justement pour casser les tabous et puis, je m'excuse du terme, mais j'en avais un petit peu assez d'être taxée de folle. Voilà, et puis pour dire aux gens qui ont vécu la même chose que moi, ce n'est pas une tare. Venez, parlez-en. Il faut mettre la main dans la main pour sortir de l'état où on est et ça se guérit, ça se soigne très très bien maintenant et on peut faire des merveilles. Absolument. Libérer la parole, c'est déjà s'inscrire sur un chemin de guérison, sur un chemin de prise en charge. Professeur, la dépression est devenue quelque part une sorte de terme générique qu'on met un peu sur tous les mots psychiatriques qu'on peut ressentir, mais en réalité c'est une maladie authentique qu'il faut détecter et qu'il faut reconnaître. Comment reconnaître justement une dépression ? Comment savoir qu'une personne est en train de faire une dépression ? Bon, d'abord, pour parler de dépression, ça peut être un épisode isolé ou ça peut rentrer dans une maladie mentale chronique. Et pour parler donc de dépression, il faut que ça soit en rupture avec déjà une vie antérieure et avec un état de santé tout à fait normal antérieur. Ça veut dire que c'est à un certain moment de la vie, il y a quelques symptômes assez particuliers, assez spécifiques qui nous permettent de poser le diagnostic donc, de dépression qui s'installent progressivement ou de façon quasiment brutale. Bon, donc les gens ont tendance à dire je suis dépressif, le fait qu'ils se réveillent le matin du mauvais pied ou le fait qu'il y ait des petits soucis ou un petit cafard comme on l'appelle dans la tête, etc. C'est pas du tout ça la dépression. La dépression, elle a ses caractéristiques et un diagnostic peut être posé même par le généraliste. Pour preuve, on fait des formations, dans le cadre de la formation médicale continue pour les généralistes, et on essaye de leur apprendre comment reconnaître la dépression. Premièrement, donc c'est une maladie donc de la joie. C'est quelqu'un qui perd la joie, qui perd pratiquement le goût, c'est à la vie. De la tristesse, c'est un état d'abattement, bien sûr, et de tristesse, et qui est pathologique. C'est-à-dire qu'il dépasse les normes, tant sur le plan chronologique que intensité. Donc c'est une situation où le sujet se retrouve donc en état de mal et qui dure au moins les 14 jours pour être bien dans les critères diagnostiques. Et c'est surtout la tristesse qui est profonde, pathologique, et qui empêche l'individu donc de travailler normalement et d'avoir des relations sociales tout à fait normales. Donc ça veut dire qu'il y a un retentissement à partir des symptômes que le patient éprouve. Bien sûr, il y a d'autres symptômes qui sont naturellement corrélés et inhérents à la maladie ou au syndrome. C'est les troubles du sommeil, donc les troubles de l'appétit, la tendance à l'isolement, la mauvaise qualité du sommeil. Tout ça dure pendant au moins 14 jours et pendant toute la journée et
il faut que ça interfère sur la vie sociale, familiale, scolaire, etc., pour pouvoir parler de maladies réellement. Oui. Aïda Mchri, justement, le professeur Benatmen en a touché un mot, peut-être qu'il a dit cette notion justement de chronicité, c'est-à-dire il faut que ça dépasse les 14 ou les 15 jours. Comment faire la différence aujourd'hui entre une dépression et un état de déprime passager? Parce qu'on a tous tendance à dire oui, je déprime ou je fais une dépression. À quel moment on a dépassé ce stade justement de déprime? Il me semble que ça a été bien présenté, le Oui. fait qu'on souligne déjà les petits symptômes comme ça, mais aussi ce qui rend un peu plus fort notre discours, ce qui va expliquer un peu plus, c'est un peu notre vécu, notre langage, un tout petit peu avec les gens qui n'hésitent pas à parler d'eux, de leur vécu, de leurs histoires, et souvent ils sont dans cette manière de lâcher prise, dans leur vécu. Il y a quelque chose comme ça qui revient vers des situations là où ils exigent de réussir, revenir à la réussite de leurs enfants, à leur réussite professionnelle, et les coups de blues souvent apportés par ces adultes envers leurs enfants ou probablement dans la famille, tout ça nous arrête quelque part, parce que quand le symptôme s'installe et dure, la dynamique de la famille elle change, et à partir de là il y a quelque chose comme une souffrance qui s'installe. Et je crois que dans tous les réseaux de la parole, là où on travaille tous avec les professionnels de l'aide et de soins, mais aussi de l'écoute, on a compris qu'il faut un travail réel pour pouvoir justement manifester ces demandes, permettre à ces gens de sortir de ce tabou pour pouvoir vraiment souligner la vraie souffrance, là où les gens souffrent en douceur, là où ils ne peuvent pas dire par honte ou par culpabilité ou par malaise. Des fois, il y a des soucis, des conflits familiaux, là où on peut retrouver les vrais patients qui ont une vraie maladie, qui se retrouvent dans un contexte ambigu. Et je crois que faire la part des choses, c'est justement de banaliser un tout petit peu l'information scientifique, de revenir pour pouvoir accompagner ces gens, et puis de permettre à ces gens de manifester justement leurs demandes. Et je crois que ça ne suffit pas uniquement de parler de la famille en général. Il faut parler de ces adolescents, il faut parler aussi de ces vieux, là où les seniors aussi, suite à des déceptions, suite à l'arrêt de travail, suite à des situations aussi professionnelles, génération et différents cadres. Oui. Je crois que ça a été bien donné dans la définition, mais aussi maintenant, c'est dans la finesse de l'écoute qu'on peut retrouver. On va essayer justement de voir ça avec Aïcha Benhazia qui a vécu justement un épisode de dépression. Elle peut en témoigner. Alors, le professeur Benatmen l'a bien expliqué, Aïda aussi. Alors, c'est une tristesse, une vision pessimiste de la vie, l'insatisfaction ou la dévalorisation. Ce sentiment aussi de perdre pied, est-ce que vous avez senti tout ça, Aïcha Benhazia? Racontez-nous un peu comment ça s'est manifesté chez vous. Je vais vous dire tout de suite, professeur Benatmen a très très bien expliqué vraiment tout ce que j'ai vécu. En fait, j'avais des troubles de sommeil, j'avais des épisodes de 48 heures sans sommeil, je ne dormais pas du tout, j'étais Vous n'arrivez pas à dormir? Du tout. Mais vraiment, même pas un petit sommeil, une petite fatigue. Et après, j'avais l'inverse. Oui. Je dormais tout le temps. C'était entre les deux. J'ai fait de la boulimie, c'était horrible. Je ne me projetais pas dans l'avenir. Je n'avais aucun goût à la vie. Alors qu'habituellement, vous êtes une personne bonne vivante. Tout à fait. J'étais dans un milieu très très ouvert. Suite à mon mariage. Un changement brusque en fait. Voilà, je me suis retrouvée dans un milieu très 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 fermé. Je ne sais pas si je n'ai pas accepté ça ou bien c'était vraiment la différence qui a fait le déclic. Suite à une crise de larmes que j'ai faite. Que mes parents, en fait, mon père qui était médecin, enfin qui a vu que c'était pas normal, en fait, il m'a tout de suite orientée vers un psychiatre, en fait, et j'ai commencé ma thérapie et mes soins. Voilà. Oui. Alors, finalement, c'était vous donc finalement, c'était votre père qui a détecté que ça n'allait pas. Que ça n'allait pas. Justement, voilà. vous anticipez un peu, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens parlent ou réalisent, parce que ça aussi c'est un problème comme disait Aïda Mchri, est-ce que les gens vont consulter pour une dépression ou c'est généralement leur entourage qui remarque que ça ne va pas? Comment ça se passe généralement, professeur? Bon, là c'est vrai qu'on a noté un petit changement quand même dans les habitudes des gens. Avant, c'est vrai, il y a 10 ans, 15 ans,
manque d'information, manque de formation également. Les gens n'arrivaient pas à diagnostiquer un épisode dépressif. Ça veut dire que même chez le médecin généraliste, il avait des difficultés. On avait tendance à surmédicaliser le malade, à demander beaucoup d'examens complémentaires, à changer de thérapie à chaque fois. Et c'est vers la fin des années 2015-2016, quand il y a eu la formation médicale continue, particulièrement les généralistes, soit au niveau des CHU organisés par les sociétés savantes, ou bien dans le cadre des formations continues comme ça organisées par des laboratoires aussi. Et donc, avec le recul, on a constaté que quand même, en donnant la parole à ces généralistes, c'est vrai qu'ils nous rapportent leur vécu, que beaucoup de personnes qui viennent par exemple consulter pour le symptôme qu'on connaît tous, c'est la céphalée. 25% de céphalées sont d'origine psychogène, et donc le symptôme d'alarme de la dépression, et donc les patients n'allaient pas consulter les psychiatres. Et c'est suite à la dégradation au cours de l'évolution de leur état de santé, avec l'installation notamment des troubles du sommeil, de l'anorexie ou de la boulimie, ou avec surtout cette asthénie profonde, etc., et le dégoût vital qui s'installe. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Initialement, ça commence par des symptômes somatiques, ce qu'on appelle la dépression masquée ou somatique. Et au fil du temps, on a remarqué que les gens, à travers par exemple les émissions, etc., ont cette culture maintenant de se préoccuper de leur santé mentale. Parce que la santé mentale, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas une tare physique ou il n'a pas de troubles psychiatriques, mais au fait, il faut qu'il soit bien dans sa peau. Et maintenant, on a constaté que les gens consultent d'eux-mêmes. Ça veut dire que ce n'est même pas la peine qu'une tierce personne intervienne ou que les voisins ou la famille lui fassent une remarque qu'on est en train de couver une dépression, une déprime. C'est les gens qui viennent consulter et commencent maintenant à savoir. C'est déjà ça, on va dire absolument. Et ce qui est bien, c'est parce que si vous permettez, plus on diagnostique précocement, plus on évite les complications. Et plus on évite les complications et l'amélioration est nettement meilleure. Oui. Alors je vais vous inviter, messieurs, dames, justement à regarder un reportage. On va faire immersion justement dans votre service, professeur Minatmen. Ça se passe au CHU Mustapha Bacha. On va regarder dans ce reportage justement quelques témoignages sur la dépression. Regardez. إني مكتئبة إني نخمم في الانتحار ما لقيتش حل. ليميتي حياتي. سيتادير شغل كنت نخمم في السويسيد. Mal-être profond, sentiment de grande tristesse ou encore fatigue constante, la dépression nerveuse est une réelle maladie et non une simple fatigue passagère. On parle de dépression nerveuse quand plusieurs symptômes sont ressentis au même moment. C'est le cas de Essia Amin qui souffre depuis plusieurs années. نحس بالانغواس نحس بالحزن نحب نرقد بزاف ما نحبش نوض كيما وليدي بعدت عليه مش كيما بكاني نلعب معاه نهضر معاه باسكو ما لقيتو صغير وليدي فوا نبكي دموعي يطيح وحدهم وليت ما نهضرش مع الناس نقعد وحدي في الدار يعيط لي صحابي هادو كامل ما نريبونديش عليهم نقعد وحدي في الشومبرا نغط كي نخرج نغطي روحي. Hospitalisés au sein du service psychiatrique de l'hôpital Mustapha Bacha, nos deux témoins commencent à voir le bout du tunnel. Et ce, grâce à un suivi médical et à la prise d'un traitement adéquat. عندي برسك دوكا 28 27 يوم 28 يوم. واش اللي تبدل فيك واش اللي مازال؟ كلشي تبدل فيا. داكوغ سيتادير احكي لي. انا وليت بريميرمون وليت ناكل هذه نسيتها ما قلتها لكمش. كي كنت مريض كنت ما ناكلش جامي الماكله والو نشرب بالماء برك وناكل شويه باش ما نموتش ناكل شويه غير باش ما نموتش. وهذا في الوبيطال وليت ناكل نشرب بيان نكسر نضحك انا الحمد لله المخ تاعي ولا يفونكسيوني. شحال عندك كنتي هنا في السبيطار؟ عندي 4 جوغ كي حكمني هذا ما نرى من نلجا لحتى واحد نلجا للطبيب ديريكتومون نلجا للطبيب. كي تحسي روحك في تحسن؟ شويه الحمد لله الحمد لله شويه باغابور اللي كنت عليه راني مليحه نشكرهم الطب يعني راهم يعاونوا فيا وراهم. Les bouleversements induits par la Covid-19 ont causé une nette augmentation de ces troubles. En Algérie comme ailleurs, de nombreuses personnes vivent des réactions de stress, d'anxiété et de déprime liées aux conditions particulières et inhabituelles. Effectivement, dans le service, on a eu 2 cas
dommages qui sont sortis, c'est 2 patients, pratiquement le même âge, et qui avaient présenté des troubles psychiatriques et qui étaient jusque-là naïfs de tout traitement médical et psychiatrique, et qui ont présenté des troubles psychiatriques en rapport avec la Covid. Ça veut dire que c'est une fois qu'il a guéri de son Covid, le stress généré par la Covid et le traumatisme induit par la Covid et aussi le tropisme du virus au niveau du système nerveux central ont fait que tout ça ont quand même entraîné des décompensations psychiatriques chez des individus qui n'avaient aucun passé psychiatrique. Selon l'OMS, 350 millions de personnes souffriraient d'une forme de dépression, soit 5% de la population mondiale. Alors pour revenir un peu sur, peut-être juste avant de revenir sur la pandémie et les séquelles psychiatriques qu'elle a eues sur la population d'une manière générale, est-ce qu'on est tous égaux devant la dépression, professeur Maïtmoun? Vous savez qu'en matière de dépression, premièrement, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à présenter une dépression, heureusement. C'est qu'il y a une prédisposition génétique, il y a ce qu'on appelle une vulnérabilité également. Donc en fonction de ce qu'on dispose comme facteur, donc pattern génétique, si c'est par exemple quelqu'un qui a dans la famille déjà un ou deux, un parent ou un arrière-parent ou un frère ou une sœur qui a fait déjà un épisode dépressif, donc cet individu est plus à risque de développer un épisode dépressif par rapport à la population générale. Ça veut dire que déjà la vulnérabilité ou bien la génétique interfère dans ce domaine. Et c'est par rapport à ça qu'on a constaté par exemple dans des catastrophes, pour rentrer dans le sujet, sur par exemple 100 personnes, il y a uniquement 5 à 6 qui font des épisodes dépressifs. Et les autres sont épargnés, que ce soit dans le PTSD, que ce soit dans les autres pathologies, c'est parce que quand même il y a une certaine vulnérabilité, et heureusement, sinon ça serait toute la population devant un facteur de stress majeur qui aurait fait une dépression. Est-ce que la Covid finalement a été un facteur ou un élément déclencheur de dépression ou d'aggravation, professeur? Bon, il peut être un facteur d'aggravation chez des personnes qui ont déjà des antécédents psychiatriques, qui sont suivis en psychiatrie, et avec le stress induit par la Covid, comme je l'avais dit déjà, c'est connu, il y a un tropisme au niveau donc, du système nerveux central, il y a tout un processus inflammatoire qui est à l'origine, qui fait partie de l'hétéropathogénie de la dépression. Ou bien c'est des patients, enfin c'est des personnes qui n'ont jamais eu de passé psychiatrique, et suite à la Covid, c'était vécu comme étant un facteur de stress. Vous savez que depuis 10 mois, il y a eu le confinement, ensuite le déconfinement. Notre vie a complètement changé. A complètement changé, et donc il y a ce qu'on appelle les troubles d'adaptation. C'est que l'individu n'arrive plus à se reconnaître. Il y a ceux qui ont des mécanismes de défense assez solides, assez particuliers, qui arrivent à s'en sortir quand même, ou qui arrivent à s'adapter. Il y a d'autres qui ne peuvent pas résister de par leur vulnérabilité et qui probablement vont avoir une décompensation dépressive ou autre. On a vu d'autres décompensations, que ce soit des épisodes psychotiques brefs ou des troubles anxieux qui s'installent. Là également, des TOC aussi, professeur. Oui, mais c'est des personnes qui étaient soit prédisposées ou qui avaient déjà dans leur passé, par exemple un épisode de TOC auparavant, ou qui avaient des petites phobies, une petite anxiété flottante comme ça. Il y a quand même des personnes qui sont prédispositions et vulnérabilités. Alors, le professeur vient de nous dire qu'il y a eu beaucoup de consultations, justement, les derniers mois. Alors, pour vous également, Aïda Mechri, vous avez un numéro vert au niveau de l'ONPPE. Comment ça s'est passé pour vous également? Moi, je dirais que la belle expérience, c'était d'enrichir et de mettre une extension avec le Forum, justement, dans le partenariat avec leurs psychologues. Et je remercie aussi au passage Sabel Nagahar qui a veillé à travailler avec les psychologues pour pouvoir les accompagner, justement parce que tout le travail était d'emblée de pouvoir porter les signalements, toute atteinte à l'enfant dans sa famille, dans son contexte. Avec le Covid, les choses ont beaucoup bougé parce que voilà, les parents se sont retrouvés sans travail, probablement dans un contexte différent. Les enfants qui étaient scolarisés, il y avait un peu plus de pression, de tension, mais aussi un mode de vie qui a complètement bougé. Et la finesse de pouvoir retrouver, s'appuyer justement sur des psychologues pour pouvoir écouter justement cette détresse et de pouvoir les remettre dans un réseau d'aide pour pouvoir vraiment enrichir la téléconsultation afin de pouvoir les écouter dans leur souffrance. Parce que ce qui était un contexte familial, vous savez très bien, hein, les conflits conjugaux, mais aussi les familles des fois explosent. Il y a toute une dynamique qui peut nuire à cette stabilité.
écouter, mais l'écoute dans le soin et la demande d'aide, justement, j'ouvre encore une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas tout le monde qui passe par un moment difficile. Cette maladie mentale, les troubles psychologiques aussi, c'est la finesse de professionnels qui sait vraiment souligner un tout petit peu les moments difficiles pour pouvoir leur expliquer que ça c'est un enfant qui a besoin d'être pris en charge, ou que c'est un papa qui a besoin d'être écouté, ou que c'est une maman qui passe par un moment difficile. Mais justement, c'était de pouvoir leur permettre de dire un mot, de pouvoir exprimer leur vécu, mais aussi de les remettre dans un réseau d'autres, avec d'autres professionnels bien sûr qui travaillent sur le terrain, avec les différents outils de la télécommunication, de pouvoir assurer justement une porte ouverte pour les accompagner momentanément. Je crois que la richesse pendant une longue période jusqu'au mois de juillet était dans le jumelage justement de ces équipes pour pouvoir enrichir le vrai réseau de terrain. Mais après, on est revenu actuellement à pouvoir soutenir les familles, à pouvoir justement souligner les signalements, mais aussi de renforcer un tout petit peu le soin, l'accompagnement des enfants scolarisés, mais surtout les enfants à besoins spécifiques et ont besoin d'être accompagnés avec leur famille dans un nouveau contexte dans lequel on vit tous un moment difficile. Professeur, c'est une question un peu technique, mais en psychiatrie, le face-à-face est important et le présentiel. Alors est-ce que le fait que vous soyez tout le temps en masque, parce que j'imagine que c'est la procédure, hein, on a vu un peu dans le reportage, que vous portez déjà tout le temps un masque, que vous ayez des tenues ou des surblouses, est-ce que cela n'a pas perturbé un peu vos patients ? Non, ça n'a pas tellement eu un impact négatif sur nos patients, puisque nous les préparons déjà lors de l'admission. Et je vous dis encore que quand les parents consultent déjà, parce que généralement les patients qui sont admis, ce sont des patients qui sont passés 2 ou 3 fois déjà par les urgences, soit faute de place, soit histoire de les préparer pour une éventuelle hospitalisation. Donc ils ont pris l'habitude de voir les médecins avec un masque, et dans mon service il est strictement interdit d'enlever le masque, et ça se passe pour du temps tout à fait bien, il n'y a aucun souci, il y a de l'empathie, il y a de l'émotion qu'on arrive à détecter, qu'ils détectent eux-mêmes. Donc ça ne pose aucun problème. Oui, alors on n'y pense pas spontanément, mais il y a des syndromes de stress post-traumatique, hein, vraisemblablement chez les patients sortis d'un épisode de Covid, ceux particulièrement sortis de réanimation. Il y a une étude britannique qui montre que 20% des patients atteints du Covid présentent des troubles psychiatriques dans les 90 jours qui suivent leur infection, troubles anxieux, dépression et insomnie. La maladie les rendait même plus vulnérables à la démence. Professeur Bnaitman, vous avez vu des cas qui ont présenté ce genre de troubles ? Oui, on a vu un cas dans le cas de la psychiatrie de liaison, ça veut dire, je m'explique, c'est une équipe qui se déplace dans des services de médecine ou de chirurgie ou de réanimation pour des patients qui ont des affections organiques et qui développent concomitamment des troubles psychiatriques. On a eu affaire dans un service au CHU Mustapha chez un patient qui, en parallèle avec l'installation de la Covid, et qui a présenté un état confusionnel. Un état confusionnel, ça veut dire il avait une désorientation temporo-spatiale, il ne savait plus où il était, il ignorait son nom, l'accompagnateur et donc la femme qui était donc comme garde-malade n'arrivait plus à la reconnaître, etc. Tout ça c'était un état confusionnel et qui s'apparente à un état démentiel, tout à fait. Et en plus c'était un sujet âgé, et donc une fois guéri, on a fait scan, on a trouvé quand même des séquelles de la Covid. C'est des séquelles qu'on retrouve généralement dans un état démentiel. Par contre, chez les sujets jeunes, on a constaté également, de plus en plus, en avançant dans l'évolution de cette pandémie qui pratiquement a-t-elle une année, quand même des troubles psychiatriques relativement variés. Et c'est pour ça qu'à travers la littérature, c'est vrai que c'est dit que ce qui attend les psychiatres, la 3e vague, si je me permets, ça va être une vague psychiatrique. C'est des troubles psychiatriques. Vous anticipez un peu sur ma prochaine question, j'allais vous dire à quoi vous vous attendez justement oui, aujourd'hui. C'est comme ça se passe en Angleterre, ce qui a été décrit en Chine, puisque la Chine maintenant elle a évacué pratiquement la pandémie, et il y a des séquelles psychiatriques très, au Japon aussi, il y a eu beaucoup de suicides. Japon, oui, j'ai lu un article récent en Chine que le nombre de décès par suicide en l'espace de 6 mois a nettement dépassé le nombre de décès induits par la Covid. Oui. C'est vous dire que les séquelles psychiatriques et psychologiques à ne pas sous-estimer, et donc on doit faire face, et c'est par rapport à ça, je félicite pratiquement
tous les centres psychologiques ou ceux qui prennent en charge les troubles psychiatriques en général, d'être maintenant en état de veille, en état d'alerte, et on s'attend donc éventuellement pratiquement à une courbe qui va être de plus en plus ascendante, et je dis bien tout trouble psychiatrique confondu. On ne peut pas parler uniquement de dépression ou de troubles anxieux. Il y aura également l'état de stress post-traumatique. Il y aura tous ces symptômes psychiatriques. Il y aura réellement un déséquilibre chez les individus, particulièrement ceux qui ont été touchés par la Covid. Je vous dis, en l'espace de 15 jours, on a eu 4 patients. Le sujet âgé qui a fait l'état confusionnel, 2 sujets, une femme et un homme hospitalisés dans mon service, et puis personnel soignant qu'on a reçu hier également dans les mêmes conditions. Aïcha Ben Hizia, la dépression est considérée par l'OMS comme une maladie très invalidante. À quel point elle a été invalidante pour vous et comment vous vous êtes en sorti finalement? Bon, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais la vingtaine en fait, et puis j'étais maman au foyer. Ça, c'est un facteur de risque, professeur, le jeune âge? Oui. Oui. Plus ça commence tôt, plus le pronostic est relativement réservé. Alors du coup, l'éducation quand même de mes enfants ont été pris en charge par mes parents en fait. Je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants correctement. Voilà, toute la période où j'avais des épisodes où j'arrivais à faire ce qu'il fallait en fait, mais beaucoup plus mes enfants se retrouvaient chez mes parents parce que tout le temps... Vous étiez tout le temps affalé, tout le temps endormi? Asthénie, j'arrivais pas à me lever, à leur préparer même à manger. Hein. Et ça vous culpabilisait plus? Plus, voilà. Voilà, tout à fait. Puis il y a le regard aussi des autres qui était pesant, j'imagine. Tout à fait, parce que quand j'ai commencé ma thérapie, en fait, j'étais sous antidépresseur, et ça a fait, je m'excuse du terme, maridat mchi bdoua. Voilà, et ça... Voilà. On est un peu dans les préjugés. Je vais vous inviter à nous rejoindre, à rejoindre le docteur Mjdel pour la rubrique Focus, et on parle avec lui ce soir des hormones du bonheur. Bonsoir docteur Mjdel, avec vous on parle donc d'hormones du bonheur et du bien-être. Bonsoir amis téléspectateurs, on parlera des hormones du bonheur et du bien-être. Ces émotions agréables qui nous permettent d'avancer dans la vie, d'être bien dans sa peau, d'entreprendre des projets pendant longtemps ont été considérés comme des émotions qui relevaient plutôt de l'âme, de l'abstrait, des états d'esprit qui sont générés par notre entourage. Mais l'évolution de la science, l'évolution des neurosciences, des méthodes d'exploration généralement du cerveau ont démontré que ces émotions-là sont directement régies et directement régulées par des substances chimiques qui ne sont autres que des hormones parce qu'elles passent à partir du cerveau vers la circulation sanguine pour retentir sur le fonctionnement de beaucoup d'organes et l'ensemble du fonctionnement de l'organisme en général. Alors, le chef de file, si on se réfère au sujet d'aujourd'hui, de ces hormones-là, nous allons parler de la sérotonine. Alors, la sérotonine est une hormone qui est produite par plusieurs organes de l'organisme, mais principalement, mais aussi au niveau du cerveau. La sérotonine est considérée comme l'hormone du respect. Le respect non seulement de soi, mais le respect des autres et de la considération des autres vis-à-vis de nous. Cette sensation génère en nous cette tendance à la prédominance et à la dominance. Évidemment, cette tendance à la dominance est aussi équilibrée par d'autres facteurs environnementaux, de telle façon qu'il n'y ait pas d'abus. Le meilleur exemple pour illustrer l'importance de la sérotonine dans le fonctionnement de notre quotidien, c'est que dans la dépression, il existe
un phénomène qui est une baisse importante du taux de sérotonine au niveau du cerveau. Une des thérapeutiques les plus importantes aujourd'hui dans la lutte contre la dépression, ce sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui permettent à cette substance-là d'être encore plus présente au niveau du cerveau et de regagner, de permettre à la personne de gagner en confiance en elle, en confiance en son entourage, en respect de soi, regagner ce sentiment de revalorisation qui va lui permettre de sortir finalement de la dépression. La deuxième hormone qui fait aussi notre bonheur, il s'agit de l'ocytocine. L'ocytocine est considérée comme l'hormone de l'amour, de l'attachement et de l'affection. C'est une hormone qui est très très présente chez les femmes qui viennent d'accoucher. C'est une hormone qui est sécrétée après l'accouchement et qui sollicite chez la maman cet attachement à son enfant. Et on a aussi prouvé que le cerveau du nouveau-né contient énormément d'ocytocine et cet aspect-là permet un rapprochement très important entre la maman et son enfant. C'est aussi une hormone qui est provoquée par des émotions positives, par le rire, par les relations sexuelles et qui confère aussi un état de relâchement très, très important. Et l'ocytocine est aussi considérée comme une hormone importante chez la femme parce qu'elle lui permet curieusement d'oublier la douleur qu'elle a subie pendant l'accouchement. La preuve, les femmes qui ont accouché se plaignent juste après de la douleur de l'accouchement, mais on va les voir quelques mois après désirer un autre enfant et oublier complètement la douleur de l'accouchement. Et une troisième hormone qui n'échappe pas à ce principe-là, il s'agit des endorphines. Les endorphines, en réalité, sont les premiers facteurs de lutte contre la douleur naturelle. Alors, ce sont des antidouleurs naturelles qui sont suscités en premier lieu par les petits traumatismes que nous subissons dans notre quotidien, qui sont là pour nous permettre de lutter contre les petits traumatismes. Ce sont des hormones du bien-être que le corps synthétise lors des étirements, lors de l'activité physique. Les sportifs et les grands sportifs sont toujours de bonne humeur parce que l'activité physique provoque chez eux une production d'endorphines qui permet un relâchement musculaire, qui permet d'avoir une humeur qui est agréable et qui permet une certaine dépendance, entre guillemets, à l'activité physique parce qu'ils deviennent dépendants à cette sensation agréable. En dernier lieu, on va parler de la dopamine. La dopamine aussi sécrétée par le système hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire au niveau du cerveau, et l'hormone de l'assurance et l'hormone de l'énergie. Cette hormone-là nous permet d'aller vers l'avant et d'aller puiser dans les ressources qui nous permettent d'avoir de l'énergie, de réussir. Dans le cycle de la dopamine, il existe un véritable cercle de continuité, c'est-à-dire une fois la dopamine est là, nous allons avoir de l'énergie positive, nous allons concrétiser des actions positives, mais la dopamine va nous permettre de mémoriser toutes ces actions-là qui nous ont permis d'avoir des résultats positifs dans la vie. C'est-à-dire, plus il y a de la positivité, plus il y a de l'énergie, plus il y a des résultats positifs, plus il y en aura de la dopamine. Et de cette façon-là, il y aura toujours du bien-être. Merci beaucoup, Dr Mejdel, pour toutes ces précisions. Merci. Vous avez parlé donc du bonheur. Alors, c'est quelque chose que tout le monde a tendance à chercher, particulièrement lorsqu'on est tout le temps triste. C'est le cas un peu des personnes déprimées. Quel accompagnement propose-t-on aujourd'hui dans un cadre psychologique, oui, pour les personnes souffrant de dépression? Aïda Mcheli.
C'est très important d'abord de pouvoir trouver les personnes ressources. Pour la personne qui est malade, d'accepter d'emblée sa maladie, de pouvoir dire et vivre réellement son vécu, ça c'est un pas. Mais aussi de retrouver un peu l'entourage qui va avec. Aujourd'hui, si je reviens un tout petit peu pour parler de ces expériences de famille qu'on a côtoyées, qu'on a accompagnées, et au passage, je reviens à tout l'effort du comité thématique de la santé mentale aussi, avec tous les pédopsychiatres, chapeautés par le professeur Tepti, qui ont veillé à accompagner le travail de la déléguée nationale pour pouvoir vraiment soutenir ces familles. C'était d'abord de pouvoir vraiment trouver toutes les ressources. C'était des familles qui explosaient, qui avaient des tensions, c'était des familles en difficulté, il y avait beaucoup de pauvreté, il y avait tous ces facteurs tout autour de ces familles. Revient à pouvoir trouver le contexte, l'aide, le soin, de pouvoir rebondir un tout petit peu, mais après accompagner ces adultes. Quel conseil, Aïda, Oui. si vous permettez, quel conseil peut-on donner aujourd'hui, plus simplement, peut-être pour les gens qui nous regardent? Je sais que vous faites un travail extraordinaire dans le cadre de l'ONPPE, mais on a envie peut-être de savoir, une personne qui est aujourd'hui en état de déprime, elle a besoin de savoir quel est le premier pas qu'elle doit faire justement pour s'inscrire dans un chemin de guérison. Vous avez parlé de libérer la parole, ça c'est une bonne Absolument, chose. absolument. Commencez déjà à en parler. Quelle serait la prochaine étape? C'est de pouvoir les aider à ne pas culpabiliser justement ces patients, à ne pas les bouleverser aussi. Souvent cette présence qui est d'une force, cette présence des personnes qui doutaient un tout petit peu de leur rôle, comment ils pouvaient vraiment accompagner ces adolescents ou leurs partenaires, c'est de revenir à les accompagner doucement sans les bousculer un tout petit peu dans leur vécu. Parce que vous savez, dans la dynamique, aider l'autre, ça ne veut pas dire aussi, c'est de lui donner des tâches, le forcer à sortir, le forcer à manger, le forcer probablement à assurer des tâches ou une activité physique, mais aussi de l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse faire son premier pas doucement avec son rythme et de pouvoir vraiment soit manifester la demande d'aide réelle qui est de se soigner. S'il est soigné, il a le traitement médicamenteux, je crois que suivre le protocole, de pouvoir l'accompagner, de pouvoir maintenir, parce que vous savez, ce qui arrive souvent, et justement c'était l'axe principal de pouvoir choisir ces mots, dès que les situations s'apaisent un tout petit peu, les choses, il y a moins d'angoisse ou quelque chose qui soulage par rapport à cette relation avec les professionnels, les gens arrêtent leur traitement rapidement, les gens, ils ont plus à reprendre leur vie le plus normal possible, mais c'était de pouvoir aussi leur expliquer qu'il faut respecter les traitements, qu'il faut vraiment chercher les personnes ressources ou c'est les professionnels et de pouvoir vraiment les rassurer avec une présence qui sera à leur rythme. Justement, en plus d'un accompagnement psychologique, professeur Benatman, lorsqu'on fait une dépression, on a souvent besoin d'un traitement pharmacologique aussi. Absolument. Un traitement à base des hormones, peut-être dont parlait tout à l'heure Abbas Mchdel. Tout à fait, puisque au cours de la dépression, c'est au niveau de la fente synaptique, il y a une baisse drastique du taux de sérotonine et de noradrénaline. Et donc à partir du moment où la supplémentation médicale, je dirais, ou des substances qui vont essayer de libérer le maximum de sérotonine. Donc, comme ça a été dit, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire que c'est des médicaments qui vont empêcher la recapture et de manière à permettre une libération assez importante de sérotonine et de noradrénaline au niveau de la fente synaptique. Et quand je dis fente synaptique, ça veut dire que tout le cerveau, c'est l'unité fonctionnelle donc, du cerveau. Et à partir de là, tout le cerveau va être inondé, si le terme est exact, de sérotonine, et donc ça va redresser l'humeur. Donc, en premier lieu, l'attitude à prendre devant un épisode dépressif majeur est caractérisée, c'est qu'il faut d'abord un traitement médical. Parfois, ça nécessite une médication en milieu hospitalier. Pourquoi? Quand il y a des facteurs de risque, quand il y a un refus thérapeutique, quand il y a un danger pour le patient, par exemple, un patient qui refuse de manger, un patient qui refuse comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le thérapeutique. reportage. Exactement. Donc tout ça, ou bien surtout quand il y a des velléités suicidaires, ou la notion déjà de passage à l'acte, c'est-à-dire auto-agressif, qui a tenté déjà de se suicider, ça, la première... On va avoir une amélioration au bout de combien de temps, professeur? Généralement, au bout de la 3e semaine, bon, de toute façon, il n'y a pas de résultat avant que 15 jours. Le meilleur des antidépresseurs agit à partir du 15e jour. Donc à partir du 21e jour, généralement, bon, on se base sur la clinique d'abord, l'évolution de la mimique, de l'humeur, la reprise donc de l'appétit, l'amélioration de la qualité du sommeil, et puis nous avons des échelles d'évaluation aussi. Les échelles d'évaluation qui nous permettent d'évaluer à J1
au moment de la dépression, c'est-à-dire scorer la dépression, et qu'on reprend par exemple par la suite au bout de 4 semaines ou de 8 semaines de traitement pour évaluer, et sur le plan clinique et sur le plan donc test qu'on utilise. Les antidépresseurs n'ont pas une très bonne réputation, vous le savez, professeur Ben Athmane. Est-ce qu'aujourd'hui la nouvelle génération a moins d'effets secondaires? Très juste, parce que les premiers antidépresseurs entraînaient énormément d'effets secondaires. Il y a les dépendances, il y a l'apathie. Il n'y a pas de dépendance, mais c'est surtout la prise de poids, la somnolence, parfois la vision floue, tendance à la détaché très juste. Voilà, du cadre dans lequel on vit. Mais avec l'avènement des antidépresseurs de deuxième génération, les ISRS, et maintenant avec troisième génération, les ISRNA, nous avons les mêmes résultats, c'est-à-dire efficacité égale, avec beaucoup moins d'effets secondaires. Il y a très très peu d'effets secondaires, mais qui sont gérables. Ça veut dire qu'on apprend aux malades comment à gérer ces effets secondaires. C'est-à-dire le bénéfice est beaucoup plus important aussi. Voilà, bénéfice, mais généralement ça rentre dans l'ordre et ça donne d'excellents résultats. Ceci dit, je rejoins la collègue qui parle de psychothérapie. Les études sont claires là-dessus, que les antidépresseurs seuls versus antidépresseurs associés à des psychothérapies diverses, il y en a beaucoup, et les résultats sont là. La différence est significative, ça veut dire que l'association d'une psychothérapie, qu'elle soit familiale ou interpersonnelle ou autre, ou TCC, et avec les antidépresseurs, ça donnait d'excellents résultats. Oui. On a vu beaucoup de malades qui ont récupéré et qui sont sortis vraiment bien. Oui, alors il y a d'autres activités aussi qui peuvent libérer absolument l'endorphine, une hormone qui a un effet justement euphorisant. Le sport peut remplacer les antidépresseurs, vous allez me dire non. Selon une étude de l'université de Duke aux États-Unis, 30 minutes, alors cette étude parle de 30 minutes de sport 3 fois par semaine pour avoir le même effet qu'un traitement à base d'antidépresseurs. Vous allez me dire qu'on ne peut pas se passer d'antidépresseurs. Non, je reste là sceptique parce qu'on a vu des patients déjà en phase dépressive. Associés alors au sport. C'est l'asthénie, etc. Ce qui est recommandé naturellement, c'est après la sortie de la phase dépressive. Ça c'est clair, c'est la première recommandation actuelle et le protocole il est clair là-dessus. On a l'exemple. En phase dépressive, voilà. Oui. On a l'exemple justement. Elle peut nous dire qu'en phase dépressive, est-ce qu'elle était on a l'exemple avec nous sur ce plateau, Aïcha Benhizia, je rappelle que vous êtes coach sportif. Justement, alors vous avez pris des traitements, mais le sport, je pense que ça a été votre bouée de sauvetage en quelque sorte. C'est venu après. Tout à fait, et comme le dit professeur Ben Athmane, les antidépresseurs m'ont énormément aidé avec la psychothérapie. Je suis restée. Vous avez pris un traitement pendant combien de temps? 3 ans. Pendant 3 ans. Je suis accompagnée d'une psychothérapie. Voilà, la psychothérapie a duré un petit peu plus longtemps, mais les antidépresseurs, je les ai pris quand même pendant 3 ans. Vous avez été discipliné, vous n'avez arrêté à aucun moment votre traitement? Aucun Ça, c'est important. Hein? Oui. À aucun moment. Donc, parce que j'étais dans un milieu un petit peu... protecteur. Voilà, non, protecteur, mais un petit peu dans le médical. Oui, votre papa était médecin. J'étais un petit peu quand même consciente que... c'était important, voilà, que c'était pour mon bien. Et ensuite, avec la psychothérapie et tout, j'ai basculé dans le sport. Enfin, j'ai toujours aimé le sport. Mais vu mon état, je ne pouvais pas et je n'avais pas envie. Voilà, exact. Surtout. L'envie n'était pas là. Oui. Puisque par définition, on vous dit c'est la perte du plaisir. Voilà. Celui qui avait du plaisir à faire du sport, il perd ce plaisir. Voilà. Au moment de la dépression. On a envie en fait de faire rien. Hein, ah oui, on perd le goût à la vie. Hein. Absolument. On veut plus rien. Rien n'a de sens. Très juste. Voilà. Oui. C'est ça. Et après le sport, quand j'ai repris le sport, petit à petit, ça a été ma bouée de sauvetage, franchement, sincèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des personnes dans votre travail, je le rappelle encore une fois que vous êtes coach sportif, dans votre travail, est-ce que vous avez vu des personnes qui ont remonté la pente, des personnes qui sont, qui ont des dépressions ou qui ne sont pas bien dans leur peau, qui ont réussi à remonter la pente grâce au sport? Beaucoup de personnes. Vu ma carrière, quand même, j'ai 14 ans d'expérience dans ce domaine et surtout la période hivernale où on voit beaucoup de personnes, enfin, les salles se vident en fait. Les salles se vident. Il ne reste que les habitués. Les habitués avec leur phase, on voit que quand ils arrivent, elles sont un petit peu moroses. Je viens... Difficilement. Oui, c'est juste parce que j'en ai besoin. On retrouve toujours ce terme, j'en ai besoin, je me sens pas bien quand j'en fais pas. Alors, pour remonter la pente, je viens en salle et dès que je sors de la salle, je suis super, je suis bien, je me sens bien. Alors, du coup, j'ai vu beaucoup de personnes. En fait, c'est à chaque saison, enfin, chaque année, à la même période,
on retrouve les mêmes mots, les mêmes réactions. Est-ce que ça a été qui facile reviennent. Est-ce que ça a été facile pour vous, Aïcha Benhizia, de réintégrer, après justement votre maladie, de réintégrer la vie active d'une manière générale, de reprendre votre vie? Ça a été difficile. En fait, c'est grâce à ma psychothérapie que j'ai réussi, parce que j'étais en psychothérapie pendant 5 ans avec un psychiatre, je le précise. J'ai basculé ensuite avec des psychologues. Et là, en ce moment, c'est carrément du coaching. C'est le développement personnel qui revient en force, qui est là. On se fait aider pour atteindre nos objectifs. Sinon, je suis passée par... Plusieurs étapes, finalement. Voilà. Oui, pour pouvoir vous en sortir, mais bravo, vous êtes revenu de loin. Aïda Mchili, justement, comment aider les gens aujourd'hui qui ont souffert de ce type de maladie et qui sont très mal vus, vraisemblablement, par la société, à réintégrer la vie active après un épisode dépressif? Je crois qu'elle le dit bien, le cycle de vie, voilà qu'on peut vivre vraiment dans le changement, dans la richesse des épreuves. Et ça dépend de l'histoire de chacun. Comment, dans l'image qu'on garde, cette image parfaite qu'on a construite de nous-mêmes, comment les gens se projettent dans le futur, comment ils peuvent vivre justement ce changement, le nouveau cadre, leur permettre déjà de faire ce travail, le grand pas, de pouvoir vraiment changer cette image pour pouvoir vivre leur vécu différemment. Ça, c'est un travail personnel, mais aussi un travail sur soi, dans lequel le cadre familial et l'entourage jouent un rôle, mais aussi tous les professionnels et voilà que je vais l'enrichir, non seulement dans le cadre thérapeutique ou le choix des thérapeutes autour, mais aussi les professionnels de l'art, du sport, des activités, tout ça. Vous savez, on a retrouvé des artistes qui ont retrouvé des ateliers de peinture, on a retrouvé aussi des poètes qui ont retrouvé, ils ont fait de leur dépression vraiment une richesse pour pouvoir vraiment écrire leurs livres et puis faire le pas de pouvoir vraiment rebondir et aller au-devant. Moi, je crois que ça, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'individu, de l'être humain. Chacun, il laisse son empreinte, chacun, il peut la vivre différemment. Et puis voilà, dans le cycle de vie, chacun, voilà, dans l'héritage culturel et dans la transmission d'une génération à l'autre, on porte de nos familles, ce qu'on a sur notre dos, qui est un héritage familial, mais aussi voilà l'avenir, la vie, la société aujourd'hui exige qu'on réussisse professionnellement, qu'on projette nos enfants vers un futur meilleur, qu'on a comme ça des désirs dans la vie qui ne cessent d'évoluer, d'augmenter, on veut tout réussir aujourd'hui. Il me semble que retrouver doucement ce cadre dans lequel on peut vivre doucement, retrouver les petits plaisirs à travers aujourd'hui sport à ma gauche, mais aussi toute activité qui peut nourrir un tout petit peu cette richesse humaine sera la bienvenue pour pouvoir justement retrouver les ressources chez chacun de nous. Oui. Professeur, je le disais au tout début de cette émission, hommes et femmes ne sont pas égaux devant la dépression, les femmes sont beaucoup plus exposées. Pourquoi ? C'est beaucoup plus exposé. Bon, il y a des études qui montrent que c'est en rapport avec le phénomène hormonal. Vous savez qu'il y a un changement de cycle quand même, tout ça. Il y a d'ailleurs même une notion nosographique, la PMDD, c'est des troubles donc, psychiatriques en rapport avec la période prémenstruelle chez la femme. Oui. Donc c'est ce qui explique un petit peu cette vulnérabilité, beaucoup plus de par les hormones chez la femme par rapport aux hommes. Est-ce qu'il y a un âge dans lequel on peut être plus vulnérable aussi? Mais c'est dire que plus chez les femmes que chez les hommes, le sexe ratio, je pense qu'il est de 2 maximum. C'est les données de l'OMS. Voilà, c'est pas aussi c'est-à-dire surdéveloppé chez la femme par rapport à l'homme, mais c'est vrai qu'il y a certains facteurs. Selon l'OMS, la femme est deux fois voilà, plus exposée. Voilà. Il est de 2, effectivement, 2 fois pour un homme. Est-ce que c'est une maladie évitable finalement, la dépression? Bon, évitable, vous savez, c'est un peu trop dire parce que... Est-ce qu'on peut prévenir une dépression? Prévenir la dépression, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, la dépression, ça peut rester d'abord au niveau d'un syndrome. Ça veut dire un syndrome dépressif. C'est quoi? Dans l'éthiopathogénie, c'est flou. Les frontières sont assez floues et il est multifactoriel. Vous savez que ça peut être, si on est déterminé génétiquement à développer des troubles psychiatriques, en particulier la dépression, donc on ne peut pas y échapper. Il suffit qu'il y ait un événement traumatique ou bien qu'il y ait un facteur de stress majeur qui va précipiter l'apparition des symptômes dépressifs. On peut aussi, par exemple, si on est prédisposé, d'avoir le facteur environnemental.
Par exemple, dans l'environnement, c'est décrit par exemple dans les événements de la vie, quand il y a le chômage, quand il y a le divorce, quand il y a par exemple... Quand il y a surtout des événements peut-être qui se suivent aussi. Les événements, c'est ça, quand il y a ce qu'on appelle les microtraumatismes qui vont finir par fragiliser, et aussi ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'individu qui a subi par exemple des traumatismes pendant l'enfance, tels que par exemple il a été violenté, violé, par exemple ces histoires de kidnapping, etc., et ça modifie au niveau de l'expression du gène, et plus tard, c'est quelqu'un qui va, dès lors, qui va rencontrer certaines difficultés dans sa vie, et donc il va décompenser. Ça veut dire que c'est inévitable, on ne peut pas prédire quelle est la personne qui risque de faire un épisode dépressif par rapport à l'autre. Donc c'est un peu difficile, d'autant plus que je vous dis, il y a une certaine vulnérabilité qui est là, présente et importante, qui joue un rôle très très important. On termine brièvement un mot chacun. Alors, est-ce que c'est une maladie qui guérit finalement, ou c'est une maladie dans laquelle il y a beaucoup de récidives? Enfin, si on est dans le contexte de la maladie dépressive, c'est-à-dire des troubles dépressifs récurrents, vous savez que l'objectif étant d'entraîner la rémission de cet épisode et de prévoir et d'éloigner le maximum le prochain épisode. Maintenant, si c'est un épisode dépressif, comme ça en rapport avec une situation situationnelle, là, généralement, c'est une guérison sans lendemain. Aïda Mcheli, un dernier mot justement, comment éviter justement cette notion de chronicité? Parce que c'est ça qui est un peu grave dans la dépression. Je crois qu'il faut banaliser un peu l'information, permettre à ces gens de pouvoir vraiment retrouver les ressources, retrouver le cadre pour pouvoir les accompagner. La richesse est dans les ressources pour pouvoir vraiment accompagner les gens en difficulté, ne pas les laisser seuls, mais aussi ne pas les laisser souffrir seuls. Parce que vous savez, des fois quand on fait abstraction, on laisse les gens seuls, ça ne fait qu'empirer les choses et renouer encore vers d'autres conflits, vers d'autres difficultés. Aïcha, un dernier mot, un conseil peut-être pour les personnes qui font des dépressions? Parlez-en. Parlez-en. Oui, c'est un très bon mot de fin. Parlez-en, oui, on retiendra ce mot. Ça vous inscrira en tout cas dans un chemin de prise en charge, un chemin de guérison probablement. Merci messieurs, dames d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous prêter attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie. À mercredi prochain. Au revoir.